Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Marc Fesneau, député du Loir-et-Cher et responsable du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Vous serez interrogé dans cette émission par Laurent de Boissieu pour le journal La Croix. Bonjour. Vous serez aussi interrogé par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Marc Fesneau, vous êtes député du Loir-et-Cher et vous avez été maire pendant presque 10 ans d'une petite commune qui s'appelle Marchenoir. Ça se trouve, je crois, au nord de la Loire, du côté du domaine de Chambord. Entre Blois et Vendôme, pas très loin de Chambord, mais Chambord est de l'autre côté de la Loire. De l'autre côté de la Loire, voilà. Vous avez donc exercé ce mandat pendant près de 10 ans avant de renoncer en raison donc du non-cumul des mandats. Et vous avez été également secrétaire général du Modem. Alors, les soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires européens ont contraint François Bayrou et Marielle de Sanez à quitter le devant de la scène politique. Et c'est à vous, à 46 ans, Marc Fesneau, qu'il est revenu de prendre la lumière. Vous êtes le nouveau responsable du groupe, chef du groupe Modem, donc à l'Assemblée nationale. Une belle responsabilité donc pour le tout nouveau député que vous êtes. L'actualité de la semaine, Marc Fesneau, a été marquée par le rassemblement des maires à Paris. Plusieurs milliers de maires réunis pour le congrès de l'AMF qui ont manifesté leur inquiétude. Alors, j'allais dire, comprenez-vous cette inquiétude des maires qui disent on n'a plus d'autonomie? Et j'allais dire même, en tant qu'ancien élu, la ressentez-vous? Je pense qu'on est dans un mouvement qui est un mouvement qui vient de loin, qui tient à plusieurs facteurs, me semble-t-il. Le premier, c'est que je crois qu'il y a un mouvement de défiance complet des élus vis-à-vis de l'État. C'est la sédimentation d'un certain nombre de promesses non tenues, de transferts de compétences non compensés financièrement, d'une baisse drastique de la dotation globale de fonctionnement des communes dans les 3 ou 4 dernières années, parce que c'est 11 milliards d'euros de moins, c'est 25% de dotations qui ont été diminuées pour les collectivités. Et puis un sentiment général d'abandon, mais qui ne date pas du mois de juin. C'est la lente disparition des services publics, c'est un certain nombre de déserts médicaux qui se sont développés dans les territoires, c'est la désindustrialisation aussi. Il y a un certain nombre de territoires qui n'ont plus de vocation économique, qui ont perdu ce qui était leur savoir-faire économique, leur richesse économique, qui pouvait être agricole, qui pouvait être... Donc cette déstructuration complète, à la fois de l'outil de l'État, et puis aussi du tissu socio-économique, fait que, évidemment, on est sur des territoires qui sont en grande difficulté. Et donc, il y a une part donc, d'un mouvement qui est très long dans le temps et qui est difficile à remonter, et c'est tout l'enjeu que nous aurons dans ce quinquennat. Et donc il y a beaucoup de pédagogie à faire, me semble-t-il, sur un certain nombre de mesures. Quelques associations d'élus, pas toutes, mais en tout cas, on trouvait là un créneau politique, on va dire les choses comme elles sont, en disant que la majorité que nous constituions était une majorité qui était par nature hors sol et donc déterritorialisée, ce qui n'est pas le cas pour une grande majorité d'entre nous, mais enfin, en tout cas, c'est le biais qui a été trouvé. Et objectivement, quand on regarde les faits et le budget tel il va être voté dans les semaines qui viennent, on a voté en première lecture mardi dernier, c'est un budget où la DGF, les dotations sont stabilisées, les dotations d'investissement, alors qu'elles devaient être provisoires, sont stabilisées au niveau où elles étaient ces précédentes années. Donc il y a un certain nombre de chantiers. Là, le haut débit est en train d'être déployé, il va être déployé dans un délai relativement court. Donc je pense qu'il y a des signes, mais je pense qu'il y aura du temps. Moi, je crois pas donc de la pédagogie avant tout. Il faut de la pédagogie, et puis il faut qu'on arrive à porter un message un peu d'espoir pour les territoires, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de territoires qui se sentent délaissés. Et c'est une responsabilité collective. Une première question de Laurent de Boissieu, donc pour Jean Lacroix. Concrètement, même si la DGF, globalement, on va dire, est stabilisée, il n'empêche que vous, en tant qu'ancien maire, vous savez de quoi il s'agit. Les collectivités locales aujourd'hui, dans leur budget, une grande majorité de leurs recettes viennent des dotations de l'État et non pas ce sur quoi ils ont des marges de manœuvre, c'est la fiscalité locale. Et sur ce point précis, est-ce que vous trouvez que la majorité, vous êtes président du second groupe de la majorité, essaie de changer les choses? Alors d'abord, ayant été élu local, maire et président de communauté de communes, comme vous l'avez rappelé, et restant conseiller municipal, on a l'air quand même, nous, comme élus locaux, parfois de manier les paradoxes. Parce qu'on demande à la fois l'autonomie de l'État, mais on demande plus de dotations. On demande l'autonomie de l'État, mais on demande des contrats aidés. Or, les contrats aidés, c'est rien d'autre que d'être sous la perfusion de l'État. C'est-à-dire qu'on demande une autonomie qu'on vient réclamer à l'État, ce qui n'est plus de l'autonomie. 2, sur la fiscalité. Je ne connais pas beaucoup d'élus qui n'ont pas fait campagne en disant « je veux stabiliser la fiscalité ». Donc on veut le levier fiscal, mais on dit tout de suite qu'on ne va pas l'activer. Donc il y a quand même sur la table un certain nombre de paradoxes que nous portons, nous, élus. Deuxième sujet, c'est le sujet de la fiscalité. Ça a été relevé avec l'affaire, le sujet revenu sur le devant de la scène avec l'affaire de la suppression de la taxe d'habitation
du paiement de la taxe d'habitation par 80% des habitants. Sur lesquels les maires avaient concrètement un levier. Il y avait un levier. Ça sera une dotation de l'État pour non, ça ne sera pas une dotation d'État puisque c'est un mécanisme de dégrèvement. Et donc le mécanisme de dégrèvement fait qu'on n'est pas à 100 € pour toujours, on est à 100 € et sans doute 105, 107, 109, puisque c'est un mécanisme de dégrèvement, ça sera compensé à due proportion de l'augmentation du nombre d'habitations que vous avez dans votre commune, par exemple. Alors c'est très technique. Mais ceci étant, c'est une incitation à augmenter les impôts locaux, du coup. Non, mais là c'est une mesure. La mesure taxe d'habitation était une mesure pouvoir d'achat. Après, il y a un autre sujet que vous levez qui est juste, c'est le sujet de la fiscalité locale. Et nous aurons le débat. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, quand je l'ai interrogé sur le sujet, nous l'a reconfirmé, il faut qu'on repose la question du débat de la fiscalité locale. Elle a quoi comme défaut, cette fiscalité? D'abord, on a été infichu de revaloriser les valeurs locatives. C'était bien le problème de la taxe d'habitation qui aboutissait à ce que, à Paris, par exemple, on paye moins de taxes d'habitation que dans un grand nombre de villes de province. Donc il y avait de la distorsion parce qu'on n'avait pas su revaloriser les valeurs locatives. Parce que c'était un mouvement de pendulaire tellement fort qu'on n'a pas su le faire. Deux, il y avait la réforme de la taxe professionnelle menée par Nicolas Sarkozy. Tout ça fait que deux taxes importantes sont sur ou des bases ou en termes de fonctionnement très différentes. Ce qu'on appelle d'ailleurs les quatre vieilles. Les quatre taxes s'appelaient les quatre vieilles. Il faut qu'on ait une réforme de la fiscalité locale. Alors il y a deux solutions. Soit on dit l'important c'est la dynamique de la recette. Et la dynamique de la recette, ça peut être de la fiscalité locale, ça peut être aussi une part de l'impôt national. J'attire l'attention sur le fait que pour la première fois, les régions cette année vont se voir dotées de la TVA. Une part de la TVA. Quand vous avez une part de la TVA, vous avez une part dynamique. Et il y a des pays très décentralisés, beaucoup plus que nous. Je pense aux Allemands par exemple, où la recette, elle est pour une part de la taxe locale. Encore faut-il voir maintenant sur quoi on doit l'asseoir, parce que la sociologie a changé. On est sur des taxes qui datent dans leur fondement et leur principe de 50 ou 60 ans, voire plus pour un certain nombre d'entre elles. Donc il faut une part de taxe locale sans doute, et aussi peut-être une part d'impôt national, parce que les régions allemandes ou les collectivités allemandes sont sur une part d'impôt national. Quel est l'avantage de l'impôt national? C'est qu'il est dynamique. Il est dynamique plus naturellement que les impôts locaux, en tout cas tels que nous avons tous les deux. Donc à la question, est-ce qu'il faut qu'on réforme la fiscalité locale? La réponse est oui, mais c'est sur quoi on assoit l'impôt, quel lien on crée avec les habitants au travers de l'impôt, et deux, quelle est la dynamique qu'on peut avoir, peut-être pondérée par un impôt national. Une question de Romain Mazenot. Comme le rappelait Laurent de Boissieu, vous êtes le président du deuxième groupe de la majorité. Sur le plan des idées, à quoi sert le MoDem aujourd'hui? Quelle est votre singularité par rapport à La République En Marche? Écoutez, la singularité qu'on a d'abord, c'est d'avoir, nous sommes 47 au groupe MoDem et apparentés, je crois que nous avons un cheminement commun depuis un certain nombre d'années. Il y a ici des gens qui connaissent bien le cheminement qui a été le nôtre, l'UDF, le MoDem, des gens qui ont mené des combats communs, des combats présidentiels, 2002, 2007, 2012, et avec Emmanuel Macron cette année. Deuxièmement, on essaye dans la majorité il y a trois sujets qui, en tout cas, pourraient essayer de faire des émergences. Il y a le sujet européen, mais je pense que c'est partagé par l'ensemble de la majorité. Je pense qu'on est très identifiés les uns les autres, mais en tout cas, on porte un message européen, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui est assez fort. Deux, il y a la question territoriale, parce que nous sommes structurellement un parti qui s'est constitué autour de ces réseaux d'élus, même si le MoDem avait été une évolution assez significative. Mais quand même, le réseau d'élus que nous avons constitué, nous sommes d'abord des élus locaux qui allons plus loin, mais nous sommes d'abord structurellement des élus locaux. Et donc la question territoriale, celle qu'on vient d'évoquer, est une question qui pour nous est centrale. L'idée étant de se dire, il faut que l'ensemble des territoires participent du mouvement et de modernisation et du mouvement et du sentiment qu'ils appartiennent au même élan collectif et à la même volonté collective. Il ne faut pas qu'on laisse des territoires de côté. Et puis troisième point, c'est peut-être d'équilibrer ce que sont des mesures de bonne, qui vont dans le bon sens en termes économiques, sur le droit du travail, sur la capacité qu'on donne aux entreprises de mieux réinvestir, ou aux gens qui ont de l'argent de mieux réinvestir dans les entreprises. Il faut qu'on le pondère d'un projet social. Or, il faut qu'on arrive à mettre en exergue l'ensemble du projet social et cette fibre sociale qu'on essaiera. Il est défaillant ce projet social tel qu'il est. Il n'est pas visible. Je ne crois pas qu'il soit défaillant parce que un certain nombre de salariés vont voir à partir du 1er janvier leur feuille, enfin la plupart d'entre eux vont voir leur feuille de salaire augmenter du fait du mécanisme qui a été voté à l'Assemblée nationale et bientôt globalement à la fin de l'année. Mais je pense qu'on a besoin de montrer l'entièreté du dispositif. Ça c'est vrai. Il y a besoin de montrer qu'il y a à la fois un projet économique qui vise à libérer les entreprises, la capacité d'investissement, la capacité à recruter et la capacité aussi à pouvoir ajuster. Donc ça, c'est le projet de loi d'ordonnance qu'on a en deuxième lecture cette semaine. Et puis deuxièmement, le pondéré d'un projet social, c'est-à-dire de montrer le projet de société, le projet social qu'on porte. Et ça, pour l'instant, il n'est peut-être pas assez visible. Je ne crois pas qu'il ne soit pas existant, mais je pense qu'il n'est pas assez visible. C'est ce qu'on a essayé de défendre. On n'y est pas parvenu, on va dire les choses comme elles sont, mais on fait entendre la voix là-dessus. Sur la CSG, en pensant qu'on pouvait un peu faire évoluer les seuils, parce qu'il nous semblait que le premier seuil, celui qui était à 1200, était peut-être trop bas. Voilà, c'est un exemple concret de ce sur quoi nous avons pu alerter, de même que sur l'ISF. Il nous semblait qu'on avait un dispositif plus cadré
et plus lisible. Bon, ceci dit, celui-là fonctionnera, on verra en tout cas dans les prochains mois comment ça fonctionne. Une question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, pour rester sur les territoires, est-ce qu'il n'y a pas eu des abus quand même sur l'emploi dans les collectivités? Parce qu'on a vu les effectifs de la fonction publique territoriale ne cesser d'augmenter. Il n'y a pas eu des abus quand même? Marc Fesneau. Alors, on va essayer d'être précis. Quand vous transférez les... C'est très compliqué d'avoir un ratio. Quand vous transférez l'ensemble des personnels de service des lycées aux régions, ou des personnels de voirie au département, des personnels de service des collèges. La région où je siégeais en 2004, je crois que nous avions un effectif de 600. On est passé automatiquement à 2600. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas 2600 recrutements, c'est 2600 transferts de l'État vers les collectivités. Là, on pourrait se poser la question, c'est qu'avec tous ces transferts qu'a fait l'État, la masse salariale et le volume de fonctionnaires d'État est resté plutôt stable. C'est plutôt ce transfert-là qu'il faudrait interroger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que, je ne sais pas si le mot abus est pertinent ou objectif, mais en tout cas, on a sans doute eu tendance, peut-être trop facilement, à recruter, y compris d'ailleurs par des dispositifs incitatifs de l'État qui étaient les emplois aidés, sous leurs différentes formes. C'est-à-dire de dire, on a tous vu des préfets qui sont venus nous dire, il me reste 50 emplois à pourvoir, à financer dans l'année, est-ce que vous n'auriez pas un besoin? Et tout d'un coup, il y avait un effet d'aubaine évident. Et je reconnais avoir un débat avec parfois certains collègues qui me disaient... c'est incroyable, je vais être obligé de licencier ma cantinière, elle est en emploi aidé. Une cantinière, c'est un service public. C'est un service public permanent. Donc la collectivité, dans son autonomie d'ailleurs, elle doit être en capacité, quoi qu'il se passe, de pouvoir tenir le poste de sa cantinière. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième chose, entre collectivités, par exemple, communauté de communes, on voit bien une chose qui est assez juste d'une certaine façon de ce que vous dites, c'est qu'on a vu les effectifs des communautés de communes croître à mesure qu'elles prenaient des compétences et on n'a pas vu les effectifs des communes décroître. C'est le millefeuille. Donc, c'est la question du millefeuille, et je pense qu'on n'a pas été au bout de la mutualisation. La mutualisation ne voulant pas dire forcément la réduction du personnel, parce qu'il y a peut-être des besoins supplémentaires qui se créent. On a des besoins d'ingénierie de projet, on a des besoins d'ingénierie financière, parce que piloter un budget, c'est extrêmement compliqué, on a des contraintes budgétaires. Donc, ça permettrait, là, il y aurait peut-être des moyens complémentaires, mais il y a peut-être des marges qu'on peut retrouver ailleurs. Et c'est vrai qu'à la fois l'État n'a pas diminué et a transféré aux collectivités, et entre collectivités, le transfert de compétences ne s'est pas adjoint forcément d'une diminution d'effectifs dans l'un des blocs. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Il faut aussi faire un choix dans les services. Je pense qu'on a eu tendance à développer les services. L'intercommunalité est un puissant levier pour développer des services qu'on n'aurait pas pu développer sans. Je veux dire, un certain nombre d'équipements sont nés de l'intercommunalité. En investissement, sauf que l'investissement génère du fonctionnement, et du fonctionnement, c'est souvent des agents, évidemment. Une dernière question dans cette première partie de Face aux chrétiens, Laurent de Boissieu pour la Croix. Comme 3 sujets marqueurs du MoDem, vous n'avez pas cité, qui est pourtant le nom de votre parti, démocrate, mouvement démocrate, oui. La démocratie. J'aurais pu citer la question institutionnelle. Est-ce que vous portez toujours, un point très précis, l'idée d'une dose de proportionnelle aux élections législatives? Et est-ce que vous les demandez, vous êtes dans la majorité, pour application en 2022? Ah bah oui, c'est d'ailleurs les engagements qui ont été pris non seulement par nous, mais je crois par la majorité présidentielle dans son ensemble. C'est d'actualité. La question institutionnelle, si vous me permettez, elle est plus large que le mode de scrutin, mais le mode de scrutin est assez fondateur pour nous. C'est une demande ou une exigence que nous portons depuis un certain nombre d'années autour de François Bayrou, parce qu'il nous semble que ça permet de transformer durablement la vie politique. L'élection d'Emmanuel Macron est un moment absolument extraordinaire de la vie politique. On se serait parlé l'an dernier, exactement à la même époque, on se serait demandé si c'était M. Juppé ou M. Sarkozy, et si c'était M. Hollande ou M. Valls. Et finalement, ni Juppé ni Sarkozy qualifiés, finalement Fillon, finalement éliminé, M. Hollande renonce. Vous voyez, on a eu un bouleversement politique très fort. Mais c'est un moment particulier. Et qui ne peut marcher qu'épisodiquement. On a bien vu à quel point ça a été difficile. Or, la proportionnelle, elle permet durablement d'inscrire la capacité à dépasser les clivages. C'est pour ça que c'est important, mais la question institutionnelle, c'est aussi la réduction du nombre de parlementaires. C'est aussi la modification du fonctionnement de nos assemblées. On sort d'une séquence budgétaire où tout le monde a le sentiment quand même qu'on y passe beaucoup de temps, beaucoup trop sans doute, et à répéter un certain nombre de choses, sans pouvoir aller sur le fond des sujets. Donc il y a aussi tout ça. Et donc oui... Le 4e sujet institutionnel, c'est un sujet qui va venir au printemps. Vous nous retrouverez en première ligne pour défendre cette question institutionnelle, parce que les institutions, ce n'est pas pour le plaisir de faire du législatif, les institutions, c'est le fondement d'une démocratie qui refonctionne. Merci Marc Fesneau. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant.
Retour sur le plateau de Face aux chrétiens avec notre invité Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Vous êtes interrogé pour cette émission de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu, par Alain Baron et Romain Mazneau. Une première question donc d'Alain Baron. Oui, pour rester sur les élections, on prête au président Macron le projet de faire aux européennes une liste nationale plutôt que des listes régionales. C'est un projet qui vous séduirait? Oui. Pour remonter à ce qui s'est passé, en fait, le changement de mode de scrutin date de 2004, si j'ai bonne mémoire. Je ne suis pas sûr que ça n'a pas été une volonté à l'époque de fracturer et de conforter la bipolarisation. Officiellement, c'était pour rapprocher les élus des citoyens. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur de Boissieu, mais quand on regarde concrètement comment ça s'est passé, il n'y a eu aucun rapprochement des élus. Surtout, j'avais la chance d'être dans une région centre, Auvergne-Limousin. Si on peut m'expliquer comment on peut rapprocher un parlementaire entre Dreux et Guéret ou Brive-la-Gaillarde, déjà la campagne était assez intéressante de ce point de vue-là. Et deuxièmement, je pense que ce n'est pas ça qui est le sujet central du rapprochement des parlementaires européens. Le sujet du rapprochement des parlementaires européens, c'est de savoir ce qu'ils font au Parlement européen et que les Français se saisissent des pouvoirs qu'a le Parlement européen. Et donc l'idée de revenir à une liste nationale, ça permet, me semble-t-il, d'avoir un débat national, parce que le débat européen n'est pas un débat régional. Il y a des implications régionales, mais c'est un débat de nature nationale, et que donc on revienne à un scrutin de nature nationale me paraît aller dans le bon sens. Alors, scrutin de nature nationale et aussi est évoqué des listes transnationales. Oui, alors ça nécessite un accord avec les autres partenaires européens, mais c'est plus difficile. Pourquoi des listes transnationales? Parce que les sièges libérés par les Anglais à l'occasion du Brexit permettraient d'avoir une liste de 50, 60, 70 de têtes parlementaires qui seraient élus par l'ensemble. Et qui marquerait l'appartenance à un collectif, si je peux dire, et donc qu'on ne soit pas la somme d'expressions nationales. Donc je trouve que le sujet est intéressant, en tout cas politiquement c'est intéressant de dire ça, parce que je pense que pour ceux qui sont les plus défenseurs du projet européen et de son idéal, je trouve que cette idée-là est bonne. La difficulté sur laquelle on va buter, c'est jusqu'où va le processus du Brexit? Pour l'instant, c'est compliqué. Et deuxième élément, c'est l'acceptation de ce sujet par l'ensemble des partenaires européens. Or, certains peuvent avoir envie simplement de récupérer des sièges nationaux, puisqu'il faudra redistribuer ces sièges. Mais en tout cas, l'idée nationale me paraît une très bonne idée. On aura un débat national. Je pense qu'aucun parti n'y perdra en termes électoraux. Donc on peut porter nationalement des idées avec un tête de liste qui incarnera, et je pense que c'est bien aussi d'incarner, pas une somme de têtes de liste, mais qui incarnera le projet européen que chacun portera, ou le non-projet européen d'ailleurs que chacun portera. Et par ailleurs, l'idée transnationale, si elle aboutissait, serait une très belle idée et une belle avancée démocratique, moi je considère. Une question de Romain Mazneau. Puisqu'on en est aux européennes, l'idée d'Alain Juppé d'une liste commune à tout l'espace central, justement, radicaux, IDI, Modem, constructif, à la République En Marche, c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, d'ailleurs François Bayrou l'a salué. C'est typiquement les sujets sur lesquels, depuis des années, nous disons qu'il y a une possibilité de dépassement des clivages, parce que les clivages, ils sont dans les familles politiques. Mais entre Alain Juppé, Emmanuel Macron, François Bayrou et d'autres, il n'y a pas de rupture sur le projet européen. Il faut qu'il se restructure, cet espace central. Oui, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il faut qu'il se restructure. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, les noms que je viens de citer et les espaces qu'ils représentent, ils sont très convergents. Et donc, qu'on puisse s'affranchir de ce que sont les barrières partisanes pour dire nous portons le même projet européen, et d'autres pour des projets radicalement différents, mais au moins que cela se structure. C'est ce sur quoi a buté le Parti socialiste, sur le projet européen, et une partie du temps les Républicains. Et donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée et qu'on puisse se structurer à ce moment-là. Après, est-ce que ça aura des conséquences pour la suite de la structuration de l'espace politique? Ça, on verra. En tout cas, qu'on envoie le signe que, étant d'accord sur l'essentiel, pour ne pas dire quasiment totalement d'accord sur le projet européen, nous puissions ensemble le défendre devant les Français et pas le fracturer devant l'opinion. En termes démocratiques, c'est plus lisible. Une question de Laurent de Boissieu pour la Croix. Concrètement, j'allais plutôt parler de construction européenne, mais puisqu'on est sur les structures et la vie politique, actuellement la majorité c'est la République En Marche et le Modem. Quand vous parlez de restructuration, c'est-à-dire vous souhaitez qu'il y ait un autre parti qui se crée, qui incarne un autre pilier de la majorité? Non, mais je pense que l'espace central, il y a la République En Marche et puis il y a la famille politique dont nous sommes issus, le Modem, et je pense que là, il y a encore peut-être... vous vous souvenez de l'image de la brouette de grenouille de François Bayrou. En tout cas, je pense que les gens de l'UDI, les modérés des Républicains auraient vocation à pouvoir se parler pour constituer un espace. Se parler, c'est une chose, mais vous appelez à rejoindre la majorité? Un certain nombre d'entre eux sont à cheval, ils sont constructifs à certains moments et à d'autres moins, mais
Vous voyez bien que l'espace politique sur le flanc droit, il va se radicaliser. En tout cas, c'est ce que nous promet Laurent Wauquiez. Alors peut-être qu'il recentrera son discours une fois élu président de son mouvement, mais il est plutôt dans une recherche identitaire assez forte à droite. Et donc il y a un certain nombre de gens qui venaient de l'espace central qui peuvent se retrouver perdus, qui en même temps ne sont pas forcément sur la ligne idéologique de République En Marche. Et donc cet espace-là, il a à se restructurer. Et de toute façon, moi je pense que l'élection présidentielle, elle a bouleversé le champ politique et qu'on n'est pas au bout de ce bouleversement. Le chamboule-tout n'a pas terminé. À gauche, hors Mélenchon, on ne voit pas bien ce qui s'est structuré. République En Marche est en train de travailler sans doute et travaillera sur son corpus idéologique au-delà de la séquence présidentielle. La séquence présidentielle, c'est un moment. Nous l'avons vécu avec François Bayrou en 2007. Les gens qui constituaient le MoDem originellement, c'était des gens qui venaient de l'UDF, plutôt du centre-droit, et de la démocratie chrétienne, pour certains d'entre eux, des gens qui venaient du centre-gauche et des gens qui venaient de droite. Et donc, après, c'est le corpus idéologique commun qu'il faudra qu'il crée. Et puis, sur cet espace qu'on vient de décrire, aussi de regarder ce que nous avons à faire et à dire ensemble. Est-ce que c'est une structure? Est-ce que c'est des coopérations? Il faudra regarder. Une question d'Alain Baron. Merci. Oui, il y a un débat en ce moment qui est très vif, c'est tout ce qui tourne autour de la laïcité. On a vu ce qui se passe à Ploërmel, il y a la polémique entre Mediapart et Charlie Hebdo, les propos très agressifs de M. Valls. Qu'est-ce qui coince dans la laïcité à la française? Et des affaires de prière de rue aussi qui sont invitées dans l'actualité. Oui. Qu'est-ce qui coince? Sans doute qu'on confond parfois laïcité, alors je vais répéter ce que tout le monde dit, c'est-à-dire que la laïcité, c'est la capacité à chacun de pouvoir exprimer son opinion religieuse et à pouvoir le faire en toute liberté. Je pense qu'on a été parfois trop loin dans ce sujet-là, d'ailleurs, probablement. Il y a des positions assez radicales sur des positions de laïcité. Et deux, il y a quand même, d'un certain nombre d'endroits, des positions partisanes ou des positions qui visent à radicaliser les choses. Je pense. Vous pouvez être plus concret, parce que non. Ceux qui sont allés trop loin et Laurent ceux qui Boissieu. Non, mais quand j'ai vu, y compris par l'Association des maires de France, présidée par François Barouin, dire qu'il fallait retirer les crèches historiquement installées dans les mairies, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller donner... C'est une tradition... À Marche-Noir, il y avait une crèche dans votre mairie? Dans l'église. Mais ça me paraît assez logique. Emmanuel Valls va trop loin. Et par ailleurs, il y a ceux qui disent on va réinstaller des crèches dans des lieux publics où elles n'ont jamais été. Vous voyez bien que là, on est sur des attitudes qui essayent d'instrumentaliser le fait religieux et les moments religieux compliqués qu'on peut avoir aujourd'hui autour de ces questions-là, en disant soit je le fais retirer, soit je le rajoute. Et donc on crée de la polémique sur des sujets qui sont, me semble-t-il, inutiles. On a les questions aussi d'alimentation dans les cantines. Là aussi, c'est un sujet de laïcité. Là, c'est plutôt avec le monde musulman que la question est posée. Je pense que j'interdis les menus halal, c'est pas la même chose que de dire je mets des menus de substitution qui peuvent aussi répondre à d'autres exigences qui sont ceux qui ne mangent pas de... je ne mets pas un menu spécifique, je crée un menu pour ceux qui sont sur d'autres choses, par exemple les gens qui sont végétariens. Et ça existe dans la société, c'est pas une question de laïcité. Donc cette instrumentalisation permanente est assez dangereuse. Parce que mais je pense... on comprend bien votre position, Marc Fesneau. C'est ni laïcité intransigeante, ni combat identitaire. On a une tradition, on a des origines, on a une réalité culturelle. Ni combat identitaire, ni l'un ni l'autre. D'accord. Mais sur une question comme celle de la place de l'islam, il y a eu ce débat avec Manuel Valls qui disait il faut être plus intransigeant, marquer effectivement l'espace de la République par rapport aux tentatives de l'islamisme politique d'influencer tout ça. Quelle est votre position? François Bayrou a pris ses distances. Oui, mais il a eu raison et je partage complètement son point de vue. Je pense que d'abord, il ne faut pas... Je pense que la laïcité, c'est un principe général. Donc il ne faut pas cibler une religion en particulier parce que là, on crée quelque chose, même s'il y a un sujet, parce que les sujets des prières de rue, c'est un sujet, mais, et d'autres sujets. Et je pense que Manuel Valls, sur un certain nombre de sujets, on peut être d'accord avec lui, mais là, il va trop loin dans la laïcité, en tout cas trop loin dans... L'idée qu'il faut être très radical et avoir des positions, d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont très tenables. Mais moi, je partage plutôt l'opinion de François Bayrou de dire attention à qui on pointe et qui on pointe derrière. C'est pas parce qu'il y a des dérives qu'il faut pointer une dérive comme si toute la communauté était sur une dérive, avec un certain nombre d'amalgames qui peuvent être faits, qui ne sont pas faits forcément par Manuel Valls, mais avec derrière le risque que des amalgames soient faits. Donc, il faut être, comme on l'avait fait jusqu'alors, enfin, depuis les affaires de laïcité ont réémergé. Il y a 10 ou 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans le champ public. Pas seulement sur les affaires de relations avec l'islam, mais sur globalement cette affaire-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent à la fois dans les mots et en même temps dans les attitudes qu'on a. Le principe est un principe assez exceptionnel. On est un des seuls pays du monde qui porte cette question-là aussi fort. Mais on l'avait réussi à le faire de manière apaisée. Or là, ça devient identitaire, et trop identitaire.
Question de Romain Mazneau pour RCF. Un député MoDem est à l'origine d'une proposition de loi sur la garde alternée. Résidence alternée. Sur la résidence, alors vous allez nous expliquer la différence. Pour les enfants, ça concerne déjà un enfant sur 5 dont les parents sont séparés. Pourquoi faudrait-il en passer par une nouvelle loi ? Il nous a semblé que on vient compléter un dispositif. La garde alternée, c'est moitié-moitié, si je peux dire, en tout cas sur des modalités. La résidence, c'est le principe qu'il y a 2 résidences pour l'enfant. Alors après, les modalités de résidence, de garde, donc, peuvent évoluer. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on a pensé qu'il y avait quelque chose de juste à dire. Finalement, le principe de base, c'est que les deux parents sont en situation de responsabilité et que donc, alors après, je dirai les autres éléments, mais que donc les 2 parents puissent être mis en situation de résidence, ou de résident, pardon, d'accueil de l'enfant, c'est quelque chose qui pouvait poser les choses et qui permettait aussi de responsabiliser un peu, puisque c'est plutôt eux qui sont dans l'autre configuration, les hommes, les pères, dans leur responsabilité. Deuxième chose, on a mis des garde-fous qui est évidemment quand il y a des faits de violence, quand il y a des faits étroits, que c'est le juge qui tranchera. C'est-à-dire que le principe est la résidence alternée, alors qu'avant le principe n'est pas la résidence alternée. Donc le principe c'est la responsabilisation des 2 parents, charge au juge après de décider des modalités de garde. Ça peut être pour des raisons pratiques, ça peut être aussi pour des raisons d'âge. La commission des lois a travaillé hier pour essayer de dire en dessous de 3 ans, il y a peut-être, on va pas faire de la résidence alternée au sens garde alternée. Mais les modalités pratiques sont vues avec le juge, mais le principe de base, c'est un principe... Ça a été fait en Belgique, sans difficulté. Alors en France, c'est un sujet qui revient tous les 2 ou 3 ans et qui devient très vite passionnel, de part et d'autre d'ailleurs. Moi, il me semble qu'on a trouvé une position d'équilibre qui est principe de résidence alternée qui permet de responsabiliser chacun, garde-fou, parce que le sujet, ça doit être la protection de l'enfant et l'intérêt de l'enfant. Et 3, capacité donnée au juge de pouvoir dire les modalités de mise en œuvre, elles sont différentes selon les situations des uns et des autres. Une question de Laurent de Boissieu, La Croix. Au sujet qui concerne la famille aussi, la majorité actuelle, Emmanuel Macron, propose d'ouvrir la pratique qui est actuellement utilisée pour l'infertilité dans les couples hétérosexuels, pour les couples homosexuels de femmes et pour les femmes seules, c'est la PMA. Est-ce que votre parti a une sensibilité démocrate chrétienne, qui n'est pas l'ensemble du parti, mais qui est très présente dans votre parti? Est-ce que vous avez une position favorable ou contre cette ouverture de la PMA? Alors c'est très difficile d'avoir une position collective sur ces sujets-là, parce qu'on a souvent... Alors on définira une position collective de groupe, hein, parce que c'est des sujets qui tiennent au parcours de chacun, à l'éthique. Il faut respecter aussi ça. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a été très mal conduit dans le débat sur le mariage pour tous. C'est-à-dire que il y avait d'un côté ceux qui pensaient bien et d'autres ceux qui... Je pense qu'on a mal fait, parce que la méthode compte. C'est pour ça que je vais parler de la méthode d'abord. Le président de la République s'était engagé sur cette affaire de PMA, il l'avait dit, c'était dans son programme présidentiel. En même temps, je pense qu'il faut qu'on arrive à mener le débat, c'est-à-dire à dire ce en quoi ça consiste, quelles sont les conséquences, quelles sont les réflexions éthiques que ça pose, etc. Et à ce moment-là, les positions des uns et des autres, non pas qu'elles viennent pour converger, mais au moins qu'elles soient dépassionnées, parce qu'on est sur des sujets qui très vite deviennent passionnels, et je pense qu'il faut respecter les gens dans leurs différences et dans leur différence d'approche sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est ce que moi, j'ai toujours pensé sur l'affaire du mariage pour tous, qu'il fallait accepter la différence, qu'on pense différemment. Et donc, je pense que le président de la République a été sage dans l'opinion de se dire on va lancer un grand débat et on verra ce à quoi ça aboutit, même si l'objectif, en tout cas le projet présidentiel, va vers la PMA. Je pense que dans notre groupe, les positions seraient assez partagées, mais comme surtout vous prenez un autre débat sur les questions de fin de vie, ça transcende parce que ça renvoie à une expérience personnelle, à des connaissances personnelles, à des situations personnelles, et forcément c'est difficile. C'est à la fois éminemment politique et éminemment personnel, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je suis très favorable à ce qu'on nourrisse le débat tranquillement, et donc la méthode comptera, et après on verra ce que seront les attendus et les garde-fous qui sont posés pour éviter qu'après, cette boîte-là refermée, on en rouvre une suivante. Vous, personnellement, sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux couples seuls, Laurent de Boissieu. Ça ne me choque pas. Après, il y a la question après GPA qui va venir tout de suite. Donc ça, là-dessus, alors là, pour le coup, et je pense que le groupe serait assez sur cette ligne, opposé à cette situation-là, parce que c'est une marchandisation et c'est quelque chose qui, structurellement, pose un problème. Sur la PMA, en tout cas, à titre personnel à ce stade, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Je peux l'entendre et je peux le comprendre, même si je reconnais que ça pose un certain nombre de questions éthiques. Une question d'Alain Baron. Il y a une autre réforme qui est dans les tuyaux, c'est celle de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ça fait des années que l'État injecte des millions et des milliards d'euros dans ce secteur. Où va-t-on? Vers quoi il faut aller surtout?
Alors c'est une responsabilité partagée avec les régions, hein, Oui. cette affaire de la formation professionnelle. C'est vrai que c'est 32 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Non, c'est peut-être même 40 milliards d'euros. Très grosse somme. La formation professionnelle, alors sachant qu'il faut... Dedans, il y a aussi la formation de la fonction publique, hein, territoriale. Donc dans ces 40 milliards, il y a aussi des choses qui sont à part. On a vu se développer une multitude de structures autour de la formation professionnelle. Le problème central qu'il faut résoudre, c'est qu'on a beaucoup de moyens qui sont mis, effectivement, et qu'on a le sentiment qu'ils ne sont pas alloués aux endroits où il faudrait. C'est-à-dire que l'offre de formation ne correspond pas aux besoins d'emploi. Et donc c'est cette mise en adéquation des besoins. Moi, j'en parlais avec des chefs d'entreprise. On a beaucoup de formations, par exemple, en secrétariat classique. Et on voit bien que c'est un métier, pour le coup, qui a totalement évolué. Donc les formations qui sont offertes, et donc on a besoin de restructurer l'autour de formation, non pas autour des structures de formation, mais autour des besoins, des capacités des gens, des besoins des gens en termes de formation et d'évolution des carrières. Et donc je pense que le sujet central de la formation professionnelle sera celui de dire, parce que c'est l'objet de la formation professionnelle, c'est de faire en sorte que l'offre de formation corresponde aux besoins du marché du travail, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Après, il y aura la question aussi de la formation professionnelle tout au long de la vie. Il y a la question aussi de la difficulté pour les PME à pouvoir envoyer leurs salariés en formation professionnelle, parce que ce n'est pas les structures qui sont les plus pourvoyeuses, si je peux dire, de formation, enfin, utilisatrices de formation professionnelle. Donc il y a quand même il y aura sans doute la question de la formation professionnelle territoriale, de fonction publique territoriale. Et puis la question qui va venir, évidemment, c'est la question du nombre de structures. Il y a beaucoup de structures de formation professionnelle. Et peut-être que là aussi, il y a un peu de rationalisation à faire. Une dernière question, cette deuxième partie de Face aux chrétiens, de Romain Mazenot. Mais pour revenir aux questions familiales, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit qu'elle n'avait pas de tabou sur l'universalité des allocations familiales et qu'elle pourrait décider de se concentrer davantage, enfin que le gouvernement pourrait se concentrer davantage sur les familles pauvres. Est-ce que vous dites, on la suit sans problème, ou est-ce que vous dites, là, il y a une ligne rouge et il ne faut pas faire de la politique familiale une variable d'ajustement budgétaire ? Marc Fesneau, ce n'est pas une question de variable d'ajustement budgétaire, et ce n'est pas une question de ligne rouge. Simplement, nous, on est sur la question de l'universalité. Nous, on considère qu'il faut maintenir l'universalité. Pour un certain nombre de motifs, mais je vais vous en donner deux. Le premier, c'est que la question de l'universalité, en tout cas de la politique familiale, des allocations familiales, c'est de dire comment on encourage globalement la famille et comment on encourage globalement le fait, en tout cas on donne des signaux à ceux qui ont des enfants. Parce que ça participe de la richesse d'un pays. On voit bien à quel point la puissance française, elle tient en partie au fait que sa démographie est encore à peu près solide. On est quand même passé sous la barre des 2 enfants. Donc, depuis 2 ans, on est en dessous, ce qui ne nous était jamais arrivé. Donc, c'est quand même un signal sur lequel il faut veiller. Et un enfant, moi, je ne sais pas distinguer un enfant de riche d'un enfant de pauvre. C'est un enfant. Et dans les 2 cas, c'est une richesse pour la société. Alors après, il y a une deuxième question, parce que la question, elle est posée en disant... Finalement, on donne de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin et on pourra en donner plus à ceux qui en ont moins. Mais à ce moment-là, il y a un mécanisme qui est très simple, pour moi, c'est la fiscalisation des allocations. Parce que là, vous récompensez universalité, parce que c'est un principe et un signal que vous envoyez, en disant c'est une politique universelle. Et deuxième principe, s'il faut compenser, c'est par le mécanisme de l'impôt que ça se fait. La solidarité se fait par l'impôt. L'universalité, c'est-à-dire le signal que vous envoyez, il se fait au travers de ça. Puis, deuxième sujet que ça lève quand même, c'est si vous ouvrez la boîte de l'universalité, après tout, pour pousser le bouchon le plus loin possible et faire l'avocat du diable. Ceux qui ont beaucoup d'argent, pourquoi l'assurance maladie prendra en charge leurs frais médicaux? Et ceux qui ont beaucoup d'argent, pourquoi ils ne paieraient pas une part plus que ceux qui n'en ont pas du tout pour l'école de leurs enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'engagerait sur une nouvelle pente. Et qui n'est pas la pente française. L'universalité, ça n'est pas la pente française. Après, on a des mécanismes de redistribution et l'impôt sur le revenu, entre autres, il sert à ça. Il sert à renvoyer de ceux qui en ont le plus vers ceux qui en ont le moins. Mais l'universalité, c'est un principe qu'il faut maintenir. Je vous remercie beaucoup, Marc Fesneau. Nous marquons une seconde pause dans cette émission de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, qui est interrogé pour cette émission par Laurent de Boissieu, par Alain Baron et par Romain Mazenot. Une première question de Romain Mazenot d'RCF. Alors l'Allemagne se retrouve dans une crise politique majeure avec Angela Merkel qui n'arrive pas à former un gouvernement de coalition. Est-ce que si elle devait s'effacer de la scène politique allemande, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'Europe et pour les ambitions européennes d'Emmanuel Macron ? En tout cas, il me semble que Emmanuel Macron et Angela Merkel partagent le même objectif européen. Peut-être qu'Angela Merkel n'est pas la seule à partager ça avec nous, hein.
En tout cas, ça serait parce qu'on rentrerait dans une phase d'instabilité. La question, c'est l'instabilité et le projet européen que porteraient nos partenaires allemands. Après, Angela Merkel est en situation probablement de fragilité aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas pu constituer une coalition. Peut-être que c'est mieux d'ailleurs, parce que peut-être que ça aurait été au prix de trop grands compromis avec un certain nombre de Avec les écologistes et une droite plus longue. Les libéraux, ça a buté manifestement sur les questions de quotas d'immigration, mais qui sur le sujet européen sont quand même un peu plus éloignés des positions qui sont les nôtres. Ça l'oblige aujourd'hui sans doute à réfléchir à ce qui n'avait pas été imaginé, c'est-à-dire une coalition peut-être avec le SPD, lequel SPD est dans une situation de fracturation sur cette question-là, parce qu'ils ont quand même le sentiment qu'ayant fait 2 fois le mécanisme de coalition, ils en ont été à chaque fois les perdants. Bon, donc ça ne serait pas une bonne nouvelle. D'abord, ça ne serait pas une bonne nouvelle si on n'arrivait pas à trouver une solution sans repasser au vote, parce que je pense qu'on rentrerait dans quelques mois d'instabilité, et c'est jamais très bon de ce point de vue-là. Et deuxièmement, ça ne serait pas une bonne nouvelle si c'était la frange qui était la plus éloignée de nous sur le projet européen, qui emporte la décision dans la coalition. Ça démontre aussi que le double vote majoritaire et proportionnel, c'est pas toujours évident. J'étais absolument certain que vous alliez me dire ça, et vous avez raison, c'est le moment de le dire au moment où les questions institutionnelles vont se poser. Vous pouvez toujours tout à fait avoir des mécanismes qui pondèrent ça pour assurer une majorité. Mais est-ce que ça montre Il y a capacité aussi. On peut faire de la coalition tout en assurant un fait majoritaire. Moi, je pense que c'est quand même possible. Et là, on est en plus dans un éclatement du paysage allemand avec l'émergence de la droite la plus radicale en Allemagne. Au paysage français. Comment ? Qui correspond au paysage français. Qui commence à ressembler au paysage français. Donc voilà, il faut peut-être ajuster les modes électoraux, mais nous savons ce que c'est que d'avoir un paysage fracturé, il l'a toujours été, et qui permettrait de faire à la fois de la coalition et de dépasser des clivages et en même temps d'assurer une stabilité. Mais est-ce que ça ne montre pas aussi tout ça les limites à la fois de droite et de gauche ? C'est-à-dire que les coalitions, ou ce qu'on voit en France, montre aussi ses limites. Quand il n'y a pas une majorité et une vraie opposition, on arrive à une impasse. Oui, alors quand on a une vraie majorité et une vraie opposition, c'est ce qu'on a vécu jusqu'à il y a 6 mois. J'ai quand même le sentiment qu'on a été largement dans une impasse. En tout cas, les Français ont tranché, puisque au premier tour de la présidentielle, ils ont mis dehors les 2 partis qui avaient gouverné la France depuis 40 ans. Donc on était manifestement dans une impasse de réponse aux problèmes qui étaient posés par les Français. Deuxièmement, le cas allemand est quand même intéressant, parce qu'ils ont, par la grande coalition, réformé le pays. Je rappelle quand même la situation allemande, qui est une situation de commerce extérieur archi-excédentaire, c'est plus de 200 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Ils ont une situation budgétaire qui est à 0 quand même, il faut quand même saluer ça aussi. Donc je veux dire, ils ont pu faire des réformes structurelles. Et troisième chose, quand vous regardez la situation française, il me semble qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de poser les jalons de réformes assez structurelles qui étaient espérées par les uns et par les autres, impossibles pour les uns et pour les autres, pour des raisons différentes, sur le droit du travail, sur la relance économique, sur la simplification d'un certain nombre de sujets, sur la moralisation de la vie publique. Et c'est le produit de quoi ? Alors, ce n'est pas une coalition, mais c'est le produit quand même d'une alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron qui produit un espace qui s'est élargi aux frontières de ce qu'était la volonté commune. Ce que je veux dire par là, c'est que se sont retrouvés dans cet espace-là des gens qui, en fait, pensaient la même chose et qui étaient séparés à gauche, comme à droite, ou au centre, par les frontières de la bipolarisation. Donc, ça peut marcher. Et ça a marché en Allemagne. Et si on est en capacité aujourd'hui, ce n'est pas forcément facile, mais de mener les réformes que nous avons sous les yeux, c'est sans doute parce que, justement, nous avons pu dépasser les clivages. Parce que évidemment, l'opposition de droite est très gênée sur la question fiscale et financière, parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire pendant 20 ans, ils ne l'ont jamais fait. Ils n'y sont pas arrivés, d'accord. Évidemment, sur la gauche, c'est la même chose, sur d'autres sujets. Avant de revenir sur les autres questions internationales, une question de démocratie. Un parti français, le Front National, qui a porté sa candidate au second tour de la présidentielle, en 2014, n'a pas pu emprunter auprès de banques françaises et a dû aller voir auprès d'une autre banque étrangère, russe en l'occurrence. En l'occurrence, tout à fait. Et aujourd'hui, ce même parti voit ses comptes bancaires fermés par des banques françaises. Fatwa bancaire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ça ne pose pas, quel que soit ce parti en question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de démocratie qui est posé ? Alors, on ne va pas victimiser à l'excès le Front National, parce que c'est arrivé à tous les partis, ce genre d'exercice. Nous, au Modem, ça vous est arrivé ? Ça nous est arrivé qu'une banque nous demande de fermer les comptes. Voilà. Donc ça existe. Et le Front National n'est pas la victime d'une fatwa. Ou alors on est tous victimes d'une fatwa, donc ça n'est plus une fatwa. Vous voyez, je veux dire, je connais la rhétorique de victimisation permanente du Front National. Nous avons été dans cette situation avec la banque HSBC, parce qu'après tout, que tout le monde en profite. Et les parlementaires ou les gens qui sont en situation de responsabilité politique, on le dit trop peu, ils sont regardés par les banquiers comme des êtres qu'on préfère ne pas avoir dans sa structure bancaire. Et beaucoup pourraient vous raconter d'affaires de banquiers qui viennent leur dire on est embêtés, mais il y a des règles prudentielles, comme si nous étions des êtres dangereux. Enfin, je veux dire, c'est assez amusant d'ailleurs d'entendre parfois des banques vous donner des leçons de prudence quand on sait ce qui s'est passé
en 2007 et 2008. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant quand même. Et deuxièmement, ça pose la question du financement de la démocratie. Et c'est pour ça que nous avions mis dans la loi de modélisation, et que nous l'avons défendu d'ailleurs, parce que ça avait été retiré au démarrage au Sénat, la question d'une banque de la démocratie. On va y travailler là dans les mois qui viennent pour s'assurer qu'on mette à l'abri les partis politiques de la dépendance à un établissement bancaire qui vous donne droit de vie ou de mort. Parce que si vous ne pouvez pas emprunter, vous ne pouvez pas mener des campagnes électorales. C'est la question de l'emprunt qui compte. Et donc, ça ne rend que plus fort la nécessité d'une banque de la démocratie, et ça ne rend que plus faible l'argumentation d'une victimisation du Front National. C'est arrivé à tout le monde. Et quand vous êtes un parti et que vous voulez emprunter pour une présidentielle, je vous assure, je ne m'en suis jamais occupé directement, mais je sais comment ça se passait, on vous demande la caution, la surcaution et la surcaution pour être sûr qu'au final, de toute façon, il y a absolument zéro risque. Une question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Mais pour revenir à l'Europe, le MoDem est traditionnellement très européen. On parle en ce moment beaucoup du Brexit qui est en train de se négocier. La sortie de la Grande-Bretagne, c'est une catastrophe pour vous ou c'est simplement une clarification? Je pense que c'est quand même une clarification. Ça pourrait être une catastrophe si jamais le Brexit... Moi, je suis... Alors, il y a deux tenants de la ligne. On sent bien qu'il y a quand même plusieurs liens. D'abord, les Anglais veulent sortir et rester, ce qui est quand même pas le moindre des paradoxes, c'est-à-dire qu'ils veulent les avantages et aucun des inconvénients. Et ça, c'est pas acceptable. Il ne faut pas non plus que nous soyons dans une logique punitive. Je veux dire, les Anglais sont historiquement, culturellement fanards. Comment dirais-je? Si on n'a pas quelque chose à partager avec les Anglais, je ne sais pas avec qui. Enfin, je veux dire, c'est alliés historiques. Ils sont insulaires. Personne, ça n'a échappé à personne malgré le tunnel. Et donc, je pense qu'on était à un point de blocage qui faisait que nous ne nous comprenions plus sur le projet européen et que la présence de la Grande-Bretagne était un frein, y compris par exemple sur les questions d'harmonisation fiscale. Sachant en plus qu'ils étaient un pied dedans, un pied dehors, puisqu'ils ne partageaient pas la même monnaie, mais ils avaient le droit de vie ou de mort sur les questions d'harmonisation fiscale. Donc c'est... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, en tout cas c'est une étape de clarification. Il faut que la sortie se fasse dans les meilleures conditions. Il y a un ticket de sortie, il faudra bien que les Anglais se joignent à le faire et à le payer. Ce n'est pas non plus un ticket punitif, c'est simplement qu'il faut qu'on applique les règles. Et troisièmement, il faut qu'on mette en œuvre une coopération intelligente avec les Anglais, hors de l'Union européenne, mais dans l'Europe. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça, j'allais dire. Sachant que le temps compte, parce que c'est quand même 2019... que le processus doit être activé, et que là, on a un sujet... Ça m'amène une réflexion aussi, c'est le degré d'impréparation de tous ceux qui avaient professé qu'il fallait sortir et que ça serait tellement plus heureux et plus fort comme... On a menti aux électeurs anglais. En tout cas, on leur a fait croire que c'était assez simple et que c'était un processus d'entrée-sortie et qu'on reprenait son ticket, on rentrait chez soi. C'est un tout petit peu plus complexe que ça. D'ailleurs, les agences qui quittent la Grande-Bretagne et qui arrivent ici en France, là, ailleurs... on ne peut pas avoir tout. Et, par exemple, la recherche anglaise est très inquiète. Une grande partie des fonds de recherche étaient captés par les universités, les centres de recherche anglais. Ben, ils n'auront plus ces fonds-là, parce que c'est une contribution de l'Union européenne que nous avons tous, et donc ça va se répartir dans l'Union européenne. Donc je pense que ça devrait nous édifier là-dessus. Je ne suis pas sûr que si on refaisait un vote aujourd'hui, les Anglais ne feraient pas le même vote. Parce que je pense qu'ils avaient... Je ne crois pas que les Anglais... Puis d'abord, il ne faut pas remettre en cause un vote démocratique, on l'a parfois trop fait. Donc il faut respecter le vote des Anglais, et il faut qu'eux respectent leur vote, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans le processus de sortie avec les coûts et les conséquences que ça va poser, parce que je pense que la fracture, avec ce qu'eux appellent la technostructure, et elle existe, bruxelloise, était trop forte avec eux, ils ne voyaient plus que les inconvénients et plus aucun des avantages. Donc, bon. Je rappelle que le mécanisme avait été inventé par Alain Lamassoure, comme un mécanisme... pour dire vous pourrez sortir, et personne ne pensait qu'il serait activé, et Alain Lamassoure est un grand Européen et défenseur de l'Europe, et ça a été activé quand même sur ce motif-là. Étonnant. Une question de Romain Masnou, RCF. Une question qui concerne l'Europe aussi et qui touche aux enjeux agricoles que vous connaissez bien. Est-ce qu'il faut interdire le glyphosate, et si oui, comment convaincre les agriculteurs? C'est pas compliqué de convaincre les agriculteurs s'ils ont des solutions alternatives. Alors oui, il faut à terme qu'on sorte du glyphosate. Voilà. Il y a trop de suspicions, et on est trop édifié de, comment dirais-je, de cas où on a dit il y a peut-être un risque, et au final on n'a pas pris la mesure du risque, et on n'a pas fait ce qu'il fallait pour ne pas dire quand même attention au glyphosate. Ça, c'est un premier élément. Deux, c'est la durée de sortie. Aujourd'hui, objectivement, et je ne crois pas que ce soit les défenseurs du glyphosate qui le portent, un certain nombre d'agriculteurs, je connais bien, comme vous le dites, assez bien le sujet, vous disent je n'ai pas de solution alternative aujourd'hui au glyphosate. En particulier pour ceux qui avaient fait des choix de techniques agricoles qui étaient ce qu'on appelle les techniques simplifiées, c'est-à-dire qu'on ne labourait plus.
Et donc, il semait directement, mais il passait un coup de glyphosate avant. Et donc, pour cela, c'est 30 à 40% des surfaces agricoles. Il y a un sujet de technicité. Donc, on a 2 sujets à mener. C'est un, il faut donner un horizon, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'à un moment, on en sort, et on n'est pas dans une prorogation permanente ou prolongation permanente des autorisations. On met 3, on met 5, on met 6. En tout cas, qu'on donne un horizon. Et que si c'est 5, ce n'est pas non plus un drame. Le diesel, c'est 30 000 morts par an. Hein. On n'a pas interdit le diesel. On en sort du diesel. Donc il faut gérer la transition. Et toute la question, c'est la sortie de la transition. C'est la transition, et c'est la sortie du glyphosate. Et 2, il faut qu'on mette des moyens puissants en termes de recherche pour trouver les alternatives comment dire, de techniques qui permettent aux agriculteurs de s'en sortir. Je pense qu'ils sont assez convaincus que s'ils peuvent le faire, ils le feront. J'ajoute à ça quand même un petit sujet assez intéressant, qui est toujours, comme quoi la politique c'est toujours compliqué. La sortie du glyphosate, ça aboutit dans le monde agricole à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, hein, parce que c'est plus de mécanique agricole. Parce que le glyphosate, plus d'engins dans les champs. Plus d'engins dans les champs, et donc, alors c'est pas déterminant, mais enfin il y a quand même un peu de, l'agriculture contribue un peu à ça. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple qu'on interdit le glyphosate, on a fait un acte écologique majeur. Sans doute, et un acte de santé publique, mais en même temps, vous rejetez plus de gaz à effet de serre, parce que c'est 3 ou 4 fois plus de passages agricoles. Hein. Une question, Laurent de Boissieu, La Croix. Un ancien Premier ministre, Michel Rocard, a dit que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, mais qu'elle devait prendre sa part. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la France prend sa part dans les drames humains que traverse le monde, en accueillant ceux qu'elle doit accueillir ? En tout cas, je pense que l'Europe ne prend pas sa part équitablement. J'étais assez étonné d'ailleurs. Pour le coup, c'était aussi un point de désaccord avec Manuel Valls, qu'on était venu un peu donner la leçon aux Allemands sur le processus d'accueil qu'ils avaient opéré. Alors, reconnaissons aussi que le processus d'accueil des Allemands n'était pas un processus uniquement altruiste. Ils l'ont fait aussi parce qu'ils ont une question démographique. C'est d'ailleurs là-dessus qu'Angela Merkel bute aujourd'hui dans sa coalition, et sans doute dans les résultats électoraux, elle a été courageuse d'une certaine façon de porter ce débat. Elle l'a payé, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher et ça a fait la montée de la droite la plus populiste qui soit en Allemagne. Je pense on est sur un sujet extrêmement sensible, parce que je pense que la question de l'intégration n'est pas encore assumée. Alors il faut distinguer ceux qu'on aurait en asile et à qui il faut donner les conditions, et donc c'est la question de qu'est-ce qu'on fait des endroits d'où ils partent. Moi je pense que la question de l'asile, c'est un principe fondateur, en tout cas d'une démocratie qui respire l'asile. C'est pas l'immigration en tant que telle, vous voyez, c'est question du droit d'asile. Quand on est une grande démocratie, un pays puissant, on doit pouvoir accueillir des gens avec l'idée qu'on devra avoir de leur permettre de se réinstaller chez eux, et non pas de s'installer chez nous, parce que d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir repartir chez eux. Et comment convaincre les maires et les citoyens qui, concrètement, ne veulent pas avoir un foyer de réfugiés? Oui, alors hier, je croisais des maires au Congrès des maires hier, dont l'un qui avait eu une expérience assez forte d'intégration. Je pense qu'il y a de la pédagogie à faire et à lever un certain nombre de doutes et de craintes. C'est une exigence, moi je crois, à l'asile. C'est une exigence quand on est un pays comme le nôtre, c'est une tradition. C'est d'ailleurs très frappant de voir à quel point on n'a pas eu de difficulté à accueillir les boat people. Et c'est plusieurs centaines de milliers, si je ne dis pas de bêtises, de gens qui ont été accueillis dans un délai de temps extrêmement court, parce qu'on a vu qu'ils étaient avec la mort aux trousses. Mais ceux qui viennent, pour un parti d'entre eux, ils ont la mort aux trousses aussi. Alors, vous n'empêchez pas les gens, quand vous avez la mort aux trousses, de prendre un bateau, au risque d'ailleurs de chavirer. Donc c'est une utopie de croire, quand vous avez la mort aux trousses, que vous ne partez pas, parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc vous ne vous posez pas de questions, à vrai dire. Et deuxièmement, c'est une exigence pour toute grande démocratie d'essayer de créer des conditions d'accueil. Après, je pense que ça a été très maladroitement géré dans un certain nombre de camps de réfugiés, avec le sentiment que rien ne se passait. Il faut accélérer les processus d'asile, parce qu'il n'y a pas que des gens qui demandent de l'asile, donc il y a des gens qui viennent faire de l'immigration économique. On peut la comprendre, mais on ne peut pas la prendre. Pour le coup, je rejoins la phrase de Michel Rocard, on ne peut pas prendre toute cette misère-là sur notre sol. Mais en tout cas, l'asile doit être préservé dans ses fondements, parce qu'on est à nos frontières. On a trop de gens pour ne pas penser qu'à un moment, il faudra qu'on en accueille une partie. On l'a fait. Il y a eu des grandes migrations à des moments où il y a eu des guerres. C'est déjà arrivé. Il y a de l'immigration espagnole. Voilà, c'est une tradition et c'est une nécessité d'humaniste, me semble-t-il. Merci beaucoup à notre invité Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Notre invité la semaine prochaine sera François Patriat, chef des sénateurs En Marche. Vous pouvez évidemment d'ici là retrouver notre émission sur les sites internet de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.